des incidents qui ont eu lieu hier après-midi dans le quartier des Grands Magasins à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Ces dégâts sont l'œuvre d'un groupe de jeunes gens qui se réclament des brigades autonomes révolutionnaires. Devant de tels actes de vandalisme perpétrés en plein après-midi au milieu de la foule, Paris a tenté de dire qu'il s'agit là simplement d'actes isolés de voyous. Mais c'est peut-être aussi un véritable phénomène de société. Ils étaient une trentaine, garçons et filles, armés de barres de fer et de cocktails Molotov, vêtus de blousons noirs, casqués, le visage dissimulé par des foulards ou des cagoules. Ils ont cassé des vitrines, des pare-brises et provoqué un début d'incendie dans le hall d'un cinéma, devant les passants et les commerçants médusés par ces actes de vandalisme. On a vu toute une horde de gens cagoules, armés de matraques, de pierres, qui cognaient sur la foule et qui cassaient tous sur leur passage. C'était dingue. Une douzaine de magasins endommagés, 6 gardiens de la paix blessés, c'est le bilan de ce raid éclair des pseudo-brigades autonomes révolutionnaires. 9 casseurs interpellés qui seront vraisemblablement traduits demain en flagrant délit dans le cadre de la loi anti-casseurs. Ces scènes de vandalisme qui ont eu lieu hier à Paris sont sans doute les plus violents depuis les incidents du 7 juin 71 au quartier latin, date à laquelle on a vu apparaître pour la première fois dans la rue ces éléments incontrôlés qui se réclament des autonomes. Parmi eux, plusieurs tendances, violents et non violents, mais un même objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a parqués dans un certain espace qui est fait de lois, qui est fait d'un consensus social, politique, etc., qu'on refuse, que par rapport à toutes ces lois, par rapport à ces niveaux de l'égalité, c'est sûr qu'on pratique l'offensive sur tous les fronts, et qu'on ne peut plus maintenant pleurer des pétitions, les manifestations pour demander les miettes qu'on veut bien nous lâcher. On prend ce qu'on a envie de prendre aujourd'hui. Le bilan du vandalisme des autonomes s'est aggravé au fil des années. Orphelins de mai 68, ils ne se reconnaissent aujourd'hui dans aucune organisation politique. Farouchement anti-gauchistes, ces groupes sont souvent le mariage de jeunes prolétaires, souvent chômeurs, de loupards de banlieue et d'émigrés qui passent à l'action directe à 4 ou 5 éléments. Nous, ce qu'on cherche, c'est à s'organiser entre jeunes prolétaires, entre jeunes ouvriers, pour justement nous préparer à affronter l'État et à faire notre politique, c'est-à-dire à être autonome. Marginaux, laissés pour compte, les autonomes refusent le système établi. Ils luttent, disent-ils, contre le pouvoir et la hausse des prix, un peu violemment, sans doute. Voilà les amis, bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Uropois. On est, pays de les Tempois, on est aujourd'hui avec Jean-Pierre Crépin. Et on vous a passé une petite vidéo, un extrait vidéo de l'INA sur un journal télévisé d'Antenne 2, sur la période de 1979. Et Jean-Pierre Crépin est passé dans le journal. C'était la personne avec le visage masqué, enfin en ombre. Et on est donc avec Jean-Pierre Crépin. Bonjour citoyen, je te donne un micro, on a réussi à trouver un micro. Voilà. Bonjour Mishka. Alors, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu et qu'as-tu fait en 1979? Ah bah moi je suis quelqu'un qui vient Parle fort parce que... Voilà, moi je suis quelqu'un qui vient de banlieue, hein, comme milieu très pauvre, etc. Et comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé en faculté à Nanterre, hein, si tu veux, en sciences économiques. Et là, je suis tombé au moment... C'était des années très politisées. On n'avait jamais connu encore un président de gauche. Hein, c'était bien avant l'élection de Mitterrand. On avait Giscard d'Estaing et Raymond Barre qui nous disaient il va falloir se serrer la ceinture. Donc, j'ai été pendant 2 ans militant de lutte ouvrière, mais tout simplement parce que tous les profs d'éco en banlieue sont noyautés par lutte ouvrière en fait. Donc je suis tombé sur un prof d'éco qui était lutte ouvrière. Aujourd'hui, Nathalie Arthaud est encore à Aubervilliers prof d'économie. Et au bout de 2 ans, j'en avais marre des réunions dans les bistrots, etc. Donc quand je suis arrivé en fac à Nanterre, j'avais un besoin, je dirais, d'action directe, d'action plus offensive.
Et là, c'était le début du mouvement autonome. C'était des années très très politisées. C'était l'époque d'Action Directe, les Brigades Rouges, la fraction Armée Rouge en Allemagne. Donc, il y avait des contacts, etc. Et donc, j'ai participé à toutes les manifestations autonomes de l'époque, dont la fameuse manifestation de Saint-Lazare, qui était avec la manifestation pour Klaus Croissant, l'avocat d'Andreas Bader, une de celles qui ont marqué l'opinion et qui nous propulsait véritablement dans les médias. Cela dit, je tiens à rectifier par rapport à ce qui s'est dit dans le journal télévisé, c'est qu'on n'a pas mis le feu dans un cinéma, c'était un cinéma pornographique, il y avait une taxe qui avait mis l'État en plus supplémentaire sur la pornographie, donc voilà, quoi, on a un peu détruit le cinéma, et le reste, les chips, c'était les agences d'intérim où il y avait une taxe sur l'homme, parce que à l'époque, on était le pays champion du monde des agences d'intérim, manpower, donc impossibilité d'avoir des CDI, des contrats, des machins, l'exploitation de l'homme par l'homme, et toutes les banques. Voilà ce qu'on a cassé, c'est tout. On n'a jamais tapé sur la foule. Enfin, ça, c'est exactement la même dialectique qu'on a fait sur les gilets jaunes, qu'on a fait passer pour des gens homophobes, racistes, et ceci et cela. Donc on était les gilets jaunes de l'époque, on luttait en fait contre la vie chère. Nous, on vivait dans des squats, il faut bien le dire. Et donc on n'avait pas d'autre solution que l'autonomie offensive. Alors, suivant ça, toi, tu as été arrêté. Oui, j'ai été arrêté, j'ai été en prison. T'as fait combien de temps et où? J'ai été condamné à 2 ans, j'ai fait 1 an de prison à Fleury-Mérogis. Là, c'est à l'époque qu'on regroupait tous les gens un peu, les brigades belges, les gens d'Action Directe, tous les gens qui étaient un peu dangereux, on va dire, des dangers pour la société, bah voilà, qu'on intéressait là, quoi. T'es gilet jaune, actuellement? Ah, je suis gilet jaune de la première heure. Pour moi, les gilets jaunes sont le premier mouvement social depuis mai 68, donc je ne peux pas être autre chose que gilet jaune. Tu fais partie de quelle équipe de Gilets jaunes? Sur quel projet tu travailles actuellement? Alors, je fais partie de plusieurs équipes. Je fais partie du GOUV avec Fabrice Grimal, l'auteur de Vers la Révolution, qui m'a demandé effectivement de rejoindre et d'animer les comités citoyens au niveau économie et monnaie, puisque moi, il se trouve que je suis aussi économiste, parce que malgré tout, j'ai suivi des études d'économie à Nanterre. D'ailleurs, je sors en livre avec un grand économiste qui s'appelle André Bellon, qui est le fondateur de l'association pour une constituante, qu'il a montée il y a 17 ans. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que finalement l'élection d'une assemblée constituante. Donc, un livre qui va sortir, qui s'appelle Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants. Donc on va être plus clair là-dessus, quoi. Ça va sortir d'ici 2 mois à peu près? À peu près d'ici 2 mois, je pense, quoi. Mais préfacé par mon ami le philosophe Mehdi Belhaj-Kassem, que je considère comme le plus grand philosophe français contemporain, qui vient de sortir aussi un livre, qui est un livre d'entretien qu'il a eu avec David Graeber, qui était le leader anarchiste de Occupy Wall Street, donc qui a été un mouvement comparable à celui des Gilets jaunes aux États-Unis, quoi. Alors, tu as écrit aussi... les Gilets jaunes, tu as aussi écrit des ouvrages. J'ai écrit Crise et mutation, qui est sorti en 2010, dans lequel j'expliquais que c'est toujours d'actualité, puisque là, avec la mutation du virus, dans lequel j'expliquais que on n'était pas dans une crise comme les autres, puisqu'on est dans des crises permanentes. C'est l'essence du capitalisme. Aller de bulle en bulle, on est des funambules qui allons de bulle en bulle, mais une véritable mutation. Donc ça, c'est un livre qui est sorti en 2010, Crise et mutation. Et après, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle La Grande Déconnexion. Donc, pour expliquer la déconnexion qu'il y avait entre les élites et le peuple, quoi. Les élites autoproclamées, les élites de l'argent autoproclamées, quoi. Donc ça fait maintenant 16 ans, via mon blog Necronomie, où tous mes écrits sont en ligne, que je chronique plusieurs fois par semaine, et j'ai le bonheur d'être suivi par beaucoup de gens qui m'encouragent
Necronomie, quoi. C'est un blog. Voilà, je me considère plus comme un économiste, moi, mais comme un nécronomiste, quoi. C'est un néologisme que j'ai inventé parce que je sais que nous vivons une crise véritablement systémique, quoi, qui nous mène vers un effondrement. Donc voilà, quoi. Donc Alors là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous, on n'avait jamais entendu parler, que je pense qu'il y a pas mal de collègues qui ne savent pas ce que c'est, la biopolitique et la révolte des élites. Alors, il y aurait 7 parties dans le plan, parce qu'on essaie toujours un petit peu de travailler sur le plan de l'entretien. La première partie, ça serait la révolte des élites dans les années 80. oui. La deuxième partie, ça serait les délocalisations. La troisième partie, c'est les biotechnologies, l'avènement des biotechnologies. La quatrième partie, donc ça c'est plutôt chronologique, et puis la biopolitique actuelle, le biocapitalisme. Là, on est en plein dedans avec Pfizer, avec plein de choses. Il y a la cinquième partie sur le nazisme, parce qu'il y a eu des essais historiques là-dessus avec le nazisme. La sixième partie, ça va être plus léger puisqu'on va parler zombies. Voilà. Et puis la septième partie, en guise de conclusion, ça sera sur les solutions que nous, en tant que Gilets jaunes, d'un point de vue très local, on peut faire. Alors on va commencer tout simplement cette introduction aux biopolitiques et la révolte des élites, ou comment le capitalisme, le marché rentre dans le bio, dans nos corps. Tout simplement par la première partie, la révolte des élites dans les années 80, avec la réduction des budgets de l'éducation et de la santé. Est-ce que tu peux développer un peu ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les gens se posent souvent la question pourquoi le virus vient de Chine, pourquoi les masques, etc. Tout ça vient de Chine. Alors, tout ça est en fait un phénomène issu des biotechnologies, de la biopolitique et de ce qu'un historien comme Christopher Lasch a synthétisé dans un livre qui s'appelle La révolte des élites. C'est-à-dire que dès les années 80, au moment où il y a eu la fameuse libéralisation des marchés financiers, les élites qui n'allaient plus se faire soigner dans les hôpitaux publics, n'envoyaient plus leur progéniture dans des écoles publiques, se sont dit ouais, il y en a marre de payer pour ça, pour la santé publique, pour l'éducation. C'était les 2 plus gros budgets de l'État. Nation par nation, pays par pays, dans le monde occidental, les 2 plus gros budgets, c'est la santé et l'éducation. Et à un moment, ça a été, dans les années 80, le phénomène de révolte des élites, qu'explique Christopher Lasch, où ils se sont dit, nous, de l'argent, oui, on ne veut plus payer pour ça. Et donc, ils se sont dit, mais en même temps, ils avaient ce souci de se reproduire. Comment se reproduire, comment transmettre à ma progéniture. Et ça a été donc dans les années 80, au moment de la Reagan-Thatcher, la privatisation des marchés financiers, l'irruption des biotechnologies. Alors les biotechnologies, on s'est dit, comment faire ? On va faire des expériences, etc. Mais on va les faire dans des pays où, évidemment, la doctrine étant le libéralisme, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que les biotechnologies, tout ce qu'on vit actuellement, même le virus, tout ça, c'est le fruit des sciences économiques les plus modernes, en l'occurrence du libéralisme. Donc, ils sont allés faire, pour des raisons de coûts de production, on pouvait pas, aux États-Unis, faire des expériences dans les biotechnos. Donc, on l'a délocalisé, puisque les années 80, c'est aussi le début des délocalisations dans les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre bon marché. De la mondialisation. Donc. Exactement, de l'Inde, la Chine, etc. Donc, on va aller faire on va aller monter ces laboratoires en Inde, en Chine, pour expérimenter les biotechnologies qui nous serviront à nous reproduire dans le cadre de la révolte des élites, et pour ne plus avoir à financer des dépenses publiques dans la santé et dans l'éducation sur nos propres pays. Donc c'est comme ça qu'on en arrive au fameux laboratoire Wuhan en Chine,
le P4, P4 voulant dire pathogène, et le 4, c'est des laboratoires où on fait ce qu'on appelle des gains de fonction, où on rend des virus encore plus contagieux pour en déterminer les séquences et mieux les comprendre, et le virus vient de là. Si tu veux, bon, jamais la Chine, évidemment, tu sais, moi j'ai travaillé 2 ans en Chine pour Canton Nuclear Power, donc les gens qui achètent des centrales nucléaires à Framatome à l'époque, si tu veux, ancien numéro 2 du PC, c'est pas des mecs qui rigolent, si tu veux, c'est pas des gens, ils vont, vu les milliards qu'il y a, si tu veux, dans le jeu, jamais ils diront que, bon, moi, l'hypothèse du pangolin qui transmet au vison, qui transmet à l'œuf, je crois pas. Bon, c'est très bien, voilà, c'est une fuite d'un laboratoire, c'est comme ça. Donc, le virus, c'est le pur fruit de la mondialisation et des sciences économiques les plus modernes, notamment, voilà, du libéralisme. Donc ça, c'est pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et donc, on a continué, et là maintenant on en est au stade du biopolitique. Alors le biopolitique, qu'est-ce que c'est que la biopolitique ? Le premier qui a déterminé ça, c'est un philosophe français, Michel Foucault, pour le citer, qui a commencé à en parler en 1976, donc ça au Collège de France, donc ça date pas d'aujourd'hui. Et le concept de la biopolitique, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la politique qui rentre dans la biologie du corps humain. Dans notre corps à nous. Dans notre corps à nous. C'est-à-dire qu'on nous laisse juste la survie nue. Et tout ce qui est autour de la survie, les relations, même le travail, les loisirs, tout ça est régi par un état d'exception. C'est exactement ce qu'on vit depuis 2 ans. Avec des QR codes, avec les GAFA. L'apartheid vaccinal, tout ça, c'est comment on arrive à la biopolitique, la traite du vivant, en fait. Alors, il y a un philosophe italien qui est encore en vie, qui s'appelle Giorgio Agamben. Alors, lui, on pourrait dire que c'est un philosophe qui a vu de son vivant la traduction de ses idées dans la réalité. Un autre philosophe italien qui s'appelle Roberto Esposito, pareil, quoi, qui explique tout ça. Donc, on est dans la biopolitique, c'est-à-dire qu'on nous retire tout. Là, ça fait 2 ans qu'on nous soumet, qu'on nous a absolument tout retiré en dehors de la vie nue, juste la survie. Et pour nous soumettre, tout simplement, quoi, pour nous soumettre et l'état d'exception est quelque chose qui devient la règle. C'est-à-dire que demain, on peut se retrouver de nouveau là on est dans l'état d'exception, le couvre-feu, et après-demain ça peut revenir, etc., etc. C'est comme ça c'est l'irruption à la fois du politique dans la vie nue, mais c'est aussi l'irruption du capitalisme dans la vie nue, à travers les vaccins, à travers... La répétition, parce qu'apparemment Pfizer veut que ça soit oui, bien sûr. Vaccins, écoute, moi je vis dans un quartier de sécurité prioritaire du 9-3. Moi je constate une chose, si tu veux, c'est qu'ici on nous vaccine, moi je suis pas vacciné, hein, à l'AstraZeneca, tu franchis le pont, tu vas chez les bobos dans le bon quartier, et là on te propose Pfizer et Moderna. Je constate que tous les médecins sont vaccinés à Pfizer, ils sont pas vaccinés, demandez autour de vous, ils sont pas vaccinés à l'AstraZeneca. Donc médecine des riches, médecine des pauvres. Mais alors là, excuse-moi de revenir là-dessus, les mots ont un sens. Vaccin, c'est ce qui procure, dans le Larousse, définition du Larousse, ce qui procure une immunité. Ça procure pas une immunité, donc c'est pas un vaccin. Non. C'est un traitement préventif sur des gens pas malades, mais qui n'empêche pas d'être malade. Non, bien sûr que non. Qui n'empêche pas d'être contaminant. Non. Et puis en plus c'est expérimental. Alors évidemment c'est bien moins vendeur, ils peuvent pas dire voulez-vous être des cobayes de traitements expérimentaux génétiques. Évidemment, après être complètement teubé, il n'y a personne qui va être volontaire. Mais l'affaire c'est que là, avec cet exemple, on rentre dans ce que tu as développé, toi, au niveau du concept du biopolitique. Mais l'histoire, c'est finalement un éternel recommencement. Au niveau de l'histoire, il y a déjà eu des tentatives le nazisme. Le nazisme, c'était le paroxysme de la biopolitique, dans le sens où c'était la race qui devait être protégée contre tous les virus. Le juif était considéré
comme un virus. Quand on me dit, mais comment des millions de gens et tout, les soldats allemands ont pu exterminer des juifs, ça leur posait aucun problème, mais c'est parce qu'on les a éduqués en leur disant que le juif était un virus. Et pourquoi c'était un virus ? Parce qu'il allait attaquer la race. Il faut savoir, peu de gens le savent, mais Hitler avait fait un plan anti-cancer, avait fait un plan anti-amiante, de nourriture végétarienne, du miel parfait pour redresser. Enfin, il y avait un plan santé terrible autour d'Hitler pour redresser la race, la rendre plus forte. Et il considérait donc des humains comme des virus, des agents contaminants. Et bien sûr, alors évidemment comme la race n'est pas suffisante, parce qu'on pouvait se dire à l'époque comment une race peut contaminer une autre race, comment un juif, ça peut être forcément que par le métissage, donc si tu couches avec un juif, que tu nais, etc. Et donc ça donnait lieu à des histoires comme celle du ghetto de Varsovie, par exemple, où, comme à l'Est, par exemple, il y avait beaucoup de typhus, c'était une maladie qui se transmettait par l'époux, etc., etc. Dans l'Est, il y avait beaucoup de typhus. Ils ont construit le ghetto de Varsovie, par exemple, sur un endroit qui était totalement infecté de typhus. Et ils ont parqué les juifs là-dedans. C'était une deuxième couche, histoire de dire que les juifs étaient un agent infectant. Et qu'est-ce qu'on fait avec un virus ? Sisme de la biopolitique. Et donc, en fait, considérer des humains comme des virus, avoir cette ségrégation, et puis après les éliminer. Oui, tout à fait, mais... Et on le voit déjà là, en fait, avec tous les QR codes, faut pas embrasser grand-mère. Mais on le voit avec les QR codes, on le voit avec le discours sur l'immigration, on le voit à de multiples étapes de la société dans laquelle on vit. Bien sûr. Moi, ce que je remarque, si tu veux, c'est qu'il y a, par exemple, pour être concret, tu vois, il n'y a aucune personne qui dit à la télé, oui, mais par exemple, le métro, là, là, on est en bout de chaîne, en Seine-Saint-Denis, etc. Jamais il y a d'exemple de contamination dans le métro, quoi. Non, mais à qui fera-t-on croire ça, quoi ? C'est avec ta grand-mère. Voilà, dans le métro, on est serrés les uns contre les autres en bout de chaîne quand on se lève pour aller travailler. Là, ici, t'es dans le 9-3, t'es dans le cluster, le pire des clusters du 9-3, là, au 4 chemins, là. Tu vois ? Là, quand tu y vas, on est l'endroit où il y a le plus de morts et le plus de contaminés dans le 9-3. Alors qu'on écoute les gens de la REM et compagnie, ils nous disent oui, mais c'est parce que les jeunes font la fête dehors, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est parce que on est dans le quartier le plus pauvre, où les gens travaillent dans des EHPAD, aides-soignantes dans les EHPAD, sont caissières dans la grande distrib, livreurs Amazon. Enfin, que des boulots en contact avec les gens. C'est pour ça qu'on a été le quartier le plus contaminé. C'est pas parce qu'on l'a fait la fête dehors, quoi. Tu vois, c'est un délire de l'arrêt total, quoi. Donc voilà, quoi. Mais ça, on reconnaît pas la contamination dans le métro. Non, on peut être contaminé partout, sauf quand on pointe un tuyau pour te rendre à ton boulot, quoi. Et surtout, là, c'est pour casser en fait les relations interhumaines. Oui, c'est ça. Mais la biopolitique, c'est te laisser que la survie, la vie nue, en cassant tout ce qui fait de toi un homme, c'est tes relations en dehors interhumaines, comme tu viens de le dire, quoi. C'est ça la biopolitique, c'est ça qu'on veut casser. On est en plein dedans avec l'état d'exception qui devient encore une fois la règle en permanence, quoi. Alors, la sixième partie, on va parler zombies. Oui. C'est un sujet plus léger. Zombies, c'est les films de Romero. Les films de Romero. Mais Romero, c'était un grand prophète, hein, si tu veux. Pourquoi dans les films de zombies, les gens se rendent... ça se passe toujours dans les centres commerciaux. C'est parce que dans les bribes... oui, toujours. Parce que dans les bribes de leur cerveau mort, si tu veux, les gens reproduisent les gestes qu'ils faisaient le plus de leur vivant, c'est-à-dire se rendre dans les commerciaux, faire des courses, quoi. Donc c'est pour ça que ça se passe toujours. C'est aussi un message très politique, hein. Le père George Bush, après le 11 septembre, qu'est-ce qu'il a dit aux Américains ? Reprenez votre métier. Il leur a pas dit reprenez votre métier, allez travailler. Il a dit reprenez votre métier, allez consommer.
aller dans les centres commerciaux. C'est-à-dire qu'il s'est adressé aux consommateurs zombies. Parce que dans les démocraties de marché, notre modèle économique, c'est la consommation, c'est pas la production. Cela fait plus de 30 ans que le capitalisme s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de fric à gagner de la propension des gens à consommer n'importe quoi qu'à les faire travailler plus. C'est pour ça qu'on a pu diminuer les phases horaires. On s'est dit, bah ouais, ok, ils vont travailler moins, mais c'est pas grave, ils vont consommer plus si on leur laisse plus de temps et il y a plus de fric à ramasser. Voilà, quoi. C'est ça le consommateur zombie. Le citoyen est mort, le consommateur zombie a pris la relève, quoi. Alors pas partout, hein, il y a quand même des gilets jaunes. Ah ben les gilets jaunes ont été la formidable, on réinventé la démocratie dans la rue, quoi. Hein. Voilà, pour moi c'est, moi je reste bloqué sur les gilets jaunes. Gilets jaunes, comme dit mon ami le philosophe Mehdi Belhachkassem, gilets jaunes mon amour, parce que c'est ce qui m'a réconcilié avec l'humanité. Moi, c'est le mouvement des gilets jaunes. Hein. Alors là, merci, ça fait plaisir d'avoir du retour de philosophes et d'écrivains sur ces 2 ans et demi de combat et voilà, ça fait plaisir. C'est moi qui te remercie, Mishka. Et puis les collègues, ça leur fait plaisir aussi. Le septième point, c'est les solutions qui partiraient du local pour... Oui. Alors, le biopolitique. Alors, oui. Comment tu vois ça? Alors, moi, ce que j'ai appris, si tu veux, avec cette crise, on nous a vendu pendant des années le local, du global au local. Moi, ce que j'ai appris, et là, chacun a pu le constater à travers l'épidémie, c'est que tout ce qui a fonctionné, ce sont des solutions qui ont été inventées localement et qui sont remontées au niveau de l'État. Il n'y a aucune solution qui est partie de l'État, qui a des machins, qui a fonctionné. Toutes les bonnes solutions sont parties du local. Donc moi, je suis pour, évidemment, ce qu'on appelle le municipalisme libertaire, le communalisme, ce que tu veux. Je pense que les gens qui connaissent mieux l'environnement, c'est les gens qui vivent là-dedans, tout simplement. C'est pas les énarques, c'est pas les technocrates. Ah, pas du tout. Non. À des années-lumière, Attends, à des années-lumière. Moi, je suis contre le fédéralisme, je suis contre l'Europe, Non. Moi, je suis vraiment pour le municipalisme. Je ne vois pas d'autre solution que d'autres, que celles qui parlent du point de vue local. Donc faire du réseau en local. Bien sûr. Faire circuler l'argent entre nous, faire circuler les biens entre nous. Là, tu vas parler monnaie locale. Évidemment, c'est mon métier, ça, c'est ma spécialité, les monnaies locales, les monnaies régionales, les monnaies territoriales. Donc moi, j'œuvre là-dessus, la vélocité de l'argent, le fait... Là, on l'a bien vu, toi, quand on nous bassine avec l'épargne des Français. Regardez, les Français ont même 1000 milliards de... Mais qui sont les Français qui ont épargné? Des CSP+, les hyper riches, tout de Philippe Martin, sont endettés de 300 € par mois en crédit à la conso pour survivre à la crise du Covid. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle une reprise en cas. Ceux qui avaient un boulot stable, CSP+, qui peuvent spéculer, s'enrichissent. Tous ceux qui étaient précaires, etc., c'est la catastrophe, toi. Il y a, ceux qui ôtent et ceux qui descendent. Voilà, quoi. Et en France, ça va être la même. C'est d'autant plus dramatique, toi, qu'on a un président comme Macron, toi, qui continue à sanctifier le truc du ruissellement, auquel même Biden, le président des États-Unis, ne croit plus du tout, auquel Paul Krugman, le Nobel d'économie, vient pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, considère que c'est des zombies. La distribution d'argent des riches vers les pauvres, ça ne marche pas, ça n'existe pas. La théorie du ruissellement de Macron, c'est dans ses rêves. Il ne reviendra jamais en arrière parce qu'il a un ego surdimensionné. Mais le ruissellement, selon Macron, c'est le premier de cordée qui arrive en haut et qui ouvre sa braguette et qui pisse sur le reste des gens. Voilà ce que c'est. Les médias nous disent qu'il pleut. Mais non, attends, les médias, Bolloré vient de partir en vacances avec Macron. Tu sais bien ce que sont
comment tout ça est organisé. Tu remarqueras que même dans CNews, la chaîne hyper de droite, Pascal Gros, il critique tous les gens de la REM. Il y a un mec qui critique jamais Pascal Gros, c'est Macron. Ah non, alors là, faut pas toucher. Ça, c'est une consigne de Bolloré. Hein. On peut critiquer tous les ministres, mais alors Macron, faut pas y toucher. Mais juste pour revenir là-dessus, tu as dit de droite. Tu sais, pour nous, au niveau du rond-point, droite-gauche, ça n'existe plus. T'as le peuple, t'as l'oligarchie, et puis t'as les valets serviles de l'oligarchie, et leurs idiots utiles, qui sont dans leur zone de confort et qui sont avec leur petit fromage, leur petite gamelle, etc. Les syndicats, par exemple. Là, c'est un autonome qui parle, hein. Moi j'ai rien dit là-dessus. Hein. Mais des syndicats financés par l'Europe, qui ont des châteaux, bien sûr. qui mettent plus de 100 000 euros en tu parles de la CFDT là aussi Non, on va pas aller là-dessus parce que là, sinon on va s'enflammer. Mais moi, je suis bien content de ce qui s'est passé hier. Je le dis, quoi. Franchement, ça me pose pas de problème, quoi. Des gens qui sont là pour faire carrière, voilà, quoi. Parce que oui, alors juste en arrêté, je suis pour le syndicat des Gilets jaunes. Effectivement, toi, t'avais analysé il y a longtemps que il y a des gens qui rentraient dans les syndicats pour faire carrière. Oui, bien sûr, bien sûr. On les entraînait chez FO, parler en public. C'est un vrai business, hein. Voilà, quoi. Avec des rémunérations en nature. Oh, mais complètement dingue, hein, des avantages, etc. T'es syndicaliste, les mecs qui se tapaient sur l'épaule, ils rigolaient. Et toi, t'as vécu ça de l'intérieur, en fait. T'as vu ça Ah, je l'ai vu, oui, physiquement. C'est comme j'ai vu physiquement la CGT spectacle pour les intermittents, pour la NMPP, la distribution, de trucs de presse. Tu pouvais pas rentrer à moins de 3 000 euros de salaire, quoi, ce qui était énorme, quoi, si t'arrivais à rentrer dans le move. Non, c'était voilà, quoi, c'était... une mafia, n'ayons pas peur des mots. Hein. Ça a même été caricaturé dans Caméra Café avec le mais bien sûr, mais c'est la vérité. Et là, on change de paradigme parce que finalement, les Gilets jaunes, c'est le seul syndicat du peuple. Et les autres, c'est des putains de... Exactement. C'est pour ça que je soutiens, moi, le syndicat des Gilets jaunes, qui est ce qu'était la CGT autrefois, un vrai syndicalisme d'action directe, quoi. Des gens qui se bougent, qui ne vivent... voilà, c'est pas... pour moi, c'est l'avenir. D'ailleurs, à propos de ça, il y a encore des collègues des marcheurs qui sont encore en garde à vue, on n'a pas encore de nouvelles. Et puis, Alexandre, du syndicat Gilets jaunes, pas encore de nouvelles. Toujours retenu par les forces de l'ordre dans ce beau pays qu'est la République mais c'est dingue. Française, la République. Non, mais on va le sortir de là. Voilà, les amis. Merci, monsieur Jean-Pierre, citoyen Jean-Pierre Crépin. 2 ouvrages. Est-ce que tu peux remonter juste les 2 ouvrages? Ça pourrait être intéressant. Voilà. Ça, c'est sorti en 2010. Crise et mutation, voilà, en 2010. Et ça, c'est 2013, peut-être, la grande déconnexion. Et le meilleur est à venir pour la souveraineté du peuple. Nous sommes tous des constituants, qui va sortir bien. Ah bah là, j'ai été clair. Hein. Là, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, quoi. Un ouvrage fortement inspiré par Mishka, il faut bien le dire. Ah d'accord, bah écoute, si on est un peu inspiré, bah c'est bien. Force et honneur les amis, on lâche rien. À très bientôt et on va essayer d'avoir des nouvelles des collègues qui sont en prison.